On croit souvent que parler comme un natif, c'est une question de vocabulaire riche, de structure très complexe, de conjugaison parfaite. Mais en réalité, il y a 5 petites habitudes, presque invisibles, qui font toute la différence et qui peuvent vraiment t'aider à être plus fluide en français et te faire passer pour un français. Si ces 5 petites habitudes, ces 5 différences t'intéressent, reste parce que cet épisode est fait pour toi. Si vous voulez apprendre le français authentique que les Français parlent, si vous voulez avoir accès à des informations que vous ne trouvez pas dans les livres, si vous voulez améliorer votre compréhension orale de manière efficace, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast des Oui. Je m'appelle Virginie, je suis française et je suis professeure de français langue étrangère depuis 2009. Ce podcast a été créé pour vous aider dans votre apprentissage du français. 2 fois par mois, vous pourrez découvrir un nouvel épisode où je parle de culture, de grammaire, de conjugaison, d'un thème de société seul ou avec un invité. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors c'est vrai que quand on apprend une langue étrangère, quand on parle une langue étrangère, il y a des personnes qui sont vraiment très 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 douées pour les accents. Par exemple, j'ai une de mes amies qui est aussi prof dans mon équipe d'EWI, qui s'appelle Lydia. Lydia est martiniquaise et elle parle comme une Mexicaine. On ferme les yeux, on pourrait penser que c'est une Mexicaine qui parle parce qu'elle n'a aucun accent en espagnol mexicain. Et moi, par contre, j'ai un accent vraiment très fort. On devine très facilement que je suis française ou pour les personnes peut-être qui ne sont pas habituées aux accents d'Europe. En tout cas, les gens savent tout de suite, même si je parle très bien espagnol, on remarque tout de suite mon accent. Et c'est vrai que quand on parle une langue étrangère, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir honte de son accent. Je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas parler français à cause de l'accent. Mais l'accent, ce n'est pas une erreur. Ce ne sera jamais une erreur. Au contraire, de toute façon, un accent, c'est un signe de courage. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour apprendre et pratiquer une langue étrangère. Et pourquoi je dis ça ? Effectivement, avec un accent, de toute façon, on devine que la personne n'est pas native. Mais ce n'est pas le but quand on apprend une langue et quand on la pratique. Le but, ce n'est pas de se faire passer pour un Français ou pour un natif. Ce serait dommage, de toute façon, d'effacer sa propre identité et son accent et la remplacer par une autre. Non. Mais ici, aujourd'hui, je vais te partager 5 stratégies que tu peux essayer de mettre en place à l'oral pour avoir ces petits réflexes en français. Pourquoi j'ai eu cette idée d'épisode aujourd'hui ? J'ai une personne qui a réservé un appel d'orientation gratuit de 20 minutes pour parler de son projet, parce qu'elle était intéressée pour prendre des cours particuliers avec EWI. Et ce que j'ai remarqué avec cette future élève, c'est qu'elle utilisait des réflexes à l'oral, des petits mots que les Français utilisent au quotidien et qui rend tout de suite le discours beaucoup plus fluide. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, cette personne a habité en France. Ou alors cette personne est mariée à un Français, parce qu'elle avait vraiment des tics de langage que seuls les Français ont. Je me disais, ça peut être vraiment intéressant pour moi de partager ça en épisode. Et cette personne-là, cette future élève, m'a dit, non, je suis juste passionnée par le français, j'aime beaucoup, je pense que c'est une élève qui est très douée en langue, qui a des facilités d'apprentissage. Et elle m'a dit non, je n'ai jamais habité en France et mon mari n'est pas français. Et donc je me suis dit, j'ai envie aujourd'hui de partager avec toi ces différents petits mots, ces différentes stratégies pour tout de suite rendre ton discours plus fluide et que les Français, les natifs, quand ils t'écoutent, te disent « Waouh, tu as un super niveau » ou tu te débrouilles très très bien parce que tu as adopté ces tics de langage. Alors la première stratégie que je te propose, c'est d'adopter les mots parasites. Alors, pour une prof de français, c'est quand même un peu bizarre de promouvoir et de t'inviter à adopter ces mots, mais ce sont les mots que les Français utilisent. Moi, si tu as l'habitude d'écouter mes épisodes, il y a un mot parasite que j'utilise tout le temps et qui m'énerve. J'ai beaucoup de difficultés à ne pas l'utiliser, c'est le mot « donc ». Les Français, on l'utilise énormément. Donc, alors, donc.
Et si tu fais attention dans les prochains épisodes ou si tu réécoutes d'anciens épisodes, tu vas voir que j'utilise énormément le mot donc. Le mot donc, c'est pour passer d'une idée à une autre. Et on l'utilise beaucoup trop. C'est un mot parasite que j'utilise tout le temps. D'autres mots parasites, c'est comme en cherchant tes mots, essaye de dire ne dis pas ça c'est pas du tout naturel. Nous les Français on va pas dire ça comme ça. On va dire vraiment la voyelle e. Essaie d'insister un petit peu quand tu essaies de chercher tes mots en français. Tu vas voir que tout de suite ça va rendre ton discours plus français. Même si c'est pas parfait, mais de toute façon, comme je te le disais, on ne cherche pas la perfection parce que même nous, les Français, quand on parle, c'est loin d'être parfait. Voilà, bien sûr, si c'est un discours d'un politicien ou d'une grande personne, d'un grand écrivain, là oui, effectivement, c'est différent. Mais les personnes lambda, donc lambda, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas des célébrités, des politiciens, les gens comme toi et moi, les gens lambda, on va, il y a énormément d'imperfections. Si tu écoutes mes épisodes de podcast, c'est bourré, c'est-à-dire rempli d'imperfections, parce que c'est ça le vrai français. Moi, depuis le début, quand j'ai lancé mon podcast, j'ai toujours voulu miser sur le naturel. Je n'ai jamais voulu couper. Alors bien sûr que j'édite mes épisodes parce que parfois je peux me tromper ou j'essaie de chercher mes mots, mais j'essaye de rendre je veux garder toutes ces imperfections de discours parce que c'est le vrai français. Tu vas jamais entendre dans la rue un Français qui va te dire une phrase impeccable sans ces petites imperfections. Alors, il y a le le donc, il y a aussi le bah. Si tu cherches tes mots, tu peux dire si on te pose une question et que tu ne connais pas la réponse, tu peux dire bah. Donc voilà, ça s'écrit B-A-H. Bah. Il y a aussi en fait. Là, par contre, en fait, j'ai fait beaucoup d'efforts quand j'ai lancé mon podcast de ne pas trop le dire, le en fait. Parce que en fait, ça signifie contrairement aux apparences. Là, par contre, celui-là, j'essaye vraiment de faire attention et de l'utiliser seulement pour cette signification. Parce que beaucoup l'utilisent comme actually. Et ça, c'est pas correct. Il y a aussi... On utilise aussi beaucoup le quoi à la fin, qui ne signifie absolument rien. Hein. Par exemple, bah oui quoi. Bah oui quoi, ça c'est une évidence. Tu viens ce soir à la fête? Bah oui quoi. Ça signifie oui effectivement c'est une évidence, je viens, bien sûr que je viens à la fête. Voilà, bah oui quoi. Donc je te répète les mots parasites. Bah, en fait, bah oui quoi. Bah oui quoi. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est de transformer certains mots. Alors, les deux mots basiques qu'on utilise beaucoup, oui, non, pour être plus fluide et être plus naturel en français, à l'oral, tu peux remplacer le oui par ouais. Attention, le ouais, la petite nuance, le ouais, c'est quand même plus informel. On peut le dire entre amis, entre collègues, mais au travail, dans un contexte formel, on va seulement dire oui. Et à l'oral, le non, donc le non c'est un peu difficile parce que c'est une nasale, tu peux le transformer en non. Non. Par exemple, si tu es très surpris par quelque chose, tu peux dire non, c'est pas vrai, non. Je vais pas dire non, ça c'est pas du tout naturel. Si tu es surpris par quelque chose, au lieu de dire non, tu vas dire non. Par exemple, je vois beaucoup de vidéos de jeunes aux États-Unis qui disent stop it, quand la personne est très très étonnée. Et là, tu peux dire en français non, arrête. Ça, c'est l'équivalent de stop it quand on est très surpris en français. Les choses aussi que je te recommande vraiment de faire, c'est de raccourcir les mots. Donc, la base, ne pas dire le ne à l'oral, c'est pas du tout naturel. Je ne sais pas, ça va se transformer en je sais pas. Et le je sais pas, encore plus rapide, je sais pas. Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas.
Ça, ce sont aussi des petites phrases que tu peux commencer à intégrer dans ton discours qui va le rendre beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. La même chose avec « je ne peux pas ». Pas du tout naturel de dire ça. Donc « je ne peux pas »,« je peux pas » et encore plus rapidement « je peux pas ». Donc 2 phrases très simples. « Je sais pas »,« je peux pas ». Tu peux aujourd'hui à 10h ? Non. Au lieu de dire non, non, je peux pas. Est-ce que tu sais si Marie vient ce soir ? Non, je sais pas. Voilà, ça ce sont des phrases que tu peux commencer à intégrer. Pareil aussi avec le tu. Par exemple, tu arrives à quelle heure ? Plus naturel, t'arrives à quelle heure ? Moi, dans ma famille, par exemple, quand je vais en France, très rarement je vais dire tu arrives à quelle heure ? Non, je vais dire t'arrives. On enlève le U, on met une apostrophe. T'arrives à quelle heure ? 3e stratégie, l'utilisation des expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques, ce sont ces expressions qui n'ont aucun sens si tu les traduis dans ta langue maternelle ou si tu les traduis littéralement. Si tu essaies de comprendre littéralement ce que ça signifie en français, ça ne va rien signifier. Il y a un autre sens derrière. Par exemple, une expression idiomatique en français qui n'a aucun sens si tu ne connais pas la signification, c'est par exemple s'il pleut beaucoup, il pleut des cordes. Qu'est-ce que ça signifie ça ? Si tu essaies de comprendre littéralement mot par mot, il pleut des cordes, là ça n'a aucun sens. Une autre expression écrite, une autre expression idiomatique, c'est tomber dans les pommes. Ça n'a aucun sens, tomber dans les pommes, si on ne comprend pas. Si on ne comprend pas la signification. Tomber dans les pommes, c'est s'évanouir ou to faint. Moi, par exemple, au Mexique, on me dit en espagnol que tú eres más mexicana que el nopal. Alors, je te le traduis en français. Tu es plus mexicaine que le nopal. Et le nopal fait partie sur le blason du Mexique et sur le drapeau du Mexique. Le nopal fait partie de l'identité mexicaine. Et pourquoi on me dit ça ? Parce que j'utilise énormément d'expressions idiomatiques mexicaines dans mon langage courant. Et donc pourquoi est-ce qu'on me dit ça ? Parce que j'utilise couramment, tous les jours, des expressions idiomatiques mexicaines. Alors tu vas me dire, oui mais Virginie, tu habites au Mexique. Effectivement, c'est une grande facilité. Si j'habitais pas au Mexique, si mon mari n'était pas mexicain, ce serait bien plus compliqué. Mais c'est pour te dire que même si j'ai un accent très fort français quand je parle espagnol, les gens sont impressionnés quand je parle espagnol parce que j'utilise vraiment énormément du vocabulaire mexicain, des expressions mexicaines qui n'existent pas en Espagne par exemple ou dans d'autres pays hispanophones. Et donc c'est pour te dire qu'il est vraiment essentiel, si tu veux être fluide, si tu veux te faire passer entre guillemets bien sûr pour un Français, la maîtrise des expressions idiomatiques est indispensable pour passer à un niveau supérieur dans ta fluidité et dans ton vocabulaire. C'est vraiment vraiment important d'essayer d'utiliser dans tes cours ou dans ton quotidien, si tu as l'opportunité de parler français, d'utiliser ces expressions idiomatiques. Et une bonne nouvelle, c'est la première fois que j'en parle officiellement. Je suis en train d'écrire un livre, je l'ai quasiment terminé, sur les expressions idiomatiques en français. Alors ça va être mon premier livre, ma première publication. Pour l'instant, il n'est pas prêt. J'ai encore beaucoup de détails à voir. J'espère qu'il sera prêt vers février-mars de l'année prochaine. Mais c'est bon, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Mon livre est presque terminé. Et de toute façon, j'en parlerai en podcast. Et pourquoi j'ai fait ce livre ? Pourquoi j'ai fait ce livre-là ? Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ? Parce que c'est vraiment indispensable quand on veut passer à un niveau plus avancé en français ou dans n'importe quelle langue. C'est vraiment très important de maîtriser les expressions idiomatiques du pays. Par exemple, je sais que les expressions idiomatiques d'Angleterre vont être différentes des expressions idiomatiques aux États-Unis. Mais quand on veut vraiment progresser dans une langue, c'est indispensable d'utiliser l'argot et les expressions idiomatiques. Ensuite, 4e stratégie, utiliser des marqueurs de discours pour rendre ton discours beaucoup plus naturel et plus fluide. Par exemple, c'est tous les petits mots que tu peux utiliser pour exprimer une émotion. Par exemple, je suis en train de parler à quelqu'un
et je veux être sûre que la personne comprend. Je vais dire, tu vois, par exemple, tu expliques quelque chose, un concept, un nouveau concept à ton collègue et tu peux terminer par tu vois pour être sûr qu'il a compris. Peut-être qu'en anglais des États-Unis, ça pourrait être you know what I mean, par exemple, tu vois. Ensuite, ça c'est un mot qu'on utilise énormément, que je t'invite aussi à utiliser, c'est bref. Quand tu parles de quelque chose et que tu veux terminer avec le sujet, et que tu veux peut-être passer à autre chose ou que tu as terminé ce que tu voulais dire, tu peux dire bref. Par exemple, j'ai passé une semaine compliquée, mon chef était malade, mes collègues j'avais beaucoup de collègues absents, ma fille qui est tombée malade. Bref, je suis fatiguée. Tu vois, c'est pour dire en résumé. Et c'est pour terminer, pour terminer c'est pour terminer le discours. Ensuite, quand tu es surpris ou surprise, tu, tu peux dire ah bon. Ah bon. Très surprenant ou pas vraiment surprenant, tu peux dire ah bon. Ah bon. Ah bon. Voilà, ça c'est quelque chose, un marqueur de discours qu'on utilise énormément en français. Il y a aussi l'expression arrête, comme je t'en avais parlé précédemment, arrête, arrête, non, arrête, quand on est surpris. Autre expression aussi, quand on peut être en colère, on peut dire non mais t'imagines, non mais t'imagines. Par exemple, le mari de ma meilleure amie l'a trompé, ça a duré pendant très longtemps. Non mais t'imagines. Et voilà. Et donc là, ça crée un lien avec l'autre personne pour qu'il fasse partie, de l'histoire. Il y a un autre marqueur de discours que moi j'aime pas du tout, qui m'énerve, que j'utilise que j'utilise jamais d'ailleurs parce que ça m'énerve, c'est le mot du coup. Peut-être que si tu vois des vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de jeunes qui utilisent du coup. Ça ne signifie absolument rien du tout. Ce serait peut-être un équivalent de donc ou alors pour changer de sujet. Par exemple, il faisait nuit, on avait froid, c'était tard, on était tous très fatigués. Du coup, on est rentré. Voilà, ça signifie donc. Et moi, ça m'énerve parce que c'est utilisé, les gens exagèrent. Ils utilisent beaucoup trop cette expression. J'essaye de ne pas l'utiliser. Par contre, j'utilise beaucoup donc, ce qui n'est pas forcément mieux. Et enfin, la cinquième stratégie qui, selon moi, est la plus difficile, c'est de s'éloigner le plus que possible de la traduction littérale. Alors, c'est normal de passer par ces traductions littérales pour comprendre le système. Pour comprendre le système du français, pour comparer entre sa langue maternelle et le français. Le problème avec ça, c'est que ça ne rend pas du tout le discours naturel ni fluide. Bien sûr que ça aura du sens dans sa langue maternelle, par contre, ça pourra avoir du sens aussi en français, mais ce sera lourd, ce sera pas naturel. Alors ce que je disais, c'est que effectivement, c'est vraiment la stratégie la plus difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et la seule solution à tout ça, c'est la pratique. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne pratiquent pas suffisamment le français à l'oral. Beaucoup d'apprenants se cachent derrière les livres. Malheureusement, beaucoup d'élèves vont lire, écouter, regarder, mais ne vont pas mettre en pratique à l'oral. Et c'est seulement comme ça, c'est seulement pratiquer à l'oral qui rendra votre discours plus fluide, plus naturel, et aussi la stratégie de ne pas traduire mot à mot. Parce que si on ne pratique pas, c'est pas possible. Moi qui ai un niveau avancé en anglais, si j'arrête mes cours de conversation en anglais, malgré mon niveau avancé, et très rapidement, très facilement, je vais retomber dans les mauvais réflexes de traduire littéralement du français à l'anglais. Pourquoi ? Parce que je vais perdre mes automatismes. Et cette stratégie-là de ne pas traduire mot à mot, de ne pas traduire littéralement, c'est quand on arrive aux réflexes. Et les réflexes, c'est quand il y a les automatismes. Et les automatismes sont possibles uniquement avec la pratique. Une langue ne s'apprend pas sans parler. C'est impossible. La fluidité ne peut pas s'apprendre seulement en lisant et en écoutant la radio ou en regardant des vidéos en français. C'est impossible. Une langue existe et est vivante seulement en la parlant. C'est la même chose avec les nuances et les subtilités. C'est pas possible de les comprendre et c'est pas possible de les mettre en pratique sans passer à l'oral et sans s'exposer à la langue. Si tu as besoin d'aide pour appliquer ces 5 stratégies pour avoir un discours plus fluide
et être plus à l'aise en français, contacte-moi par email à hello@eouionline.com ou viens faire un tour sur mon site internet eouionline.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.